Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale de la paix et réfléchir ensemble à la manière dont nous pouvons la faire progresser davantage. Merci beaucoup à la Fondation Gabriel Péri d'avoir invité Amnesty International à apporter sa contribution à cette réflexion et je suis vraiment heureuse d'être ici. J'ai le grand privilège d'occuper le poste de direction générale de la section française de cette impressionnante organisation depuis un peu plus d'1 an. Mais effectivement, comme mon prédécesseur, si vous le voulez bien, l'actualité m'amène à vouloir partager avec vous en introduction une histoire qui n'est pas complètement liée à Amnesty. Comme mon prédécesseur le disait, hier s'est ouvert à New York, avant-hier s'est ouvert à New York la cérémonie de signature du traité international d'interdiction des armes nucléaires et on me disait ce matin que 50 pays l'ont déjà signé, dont 3 qui l'ont déjà ratifié. Je sais que le désarmement sera longuement abordé dans la session qui suit par mes collègues et amis, mais ayant milité pendant 20 ans pour l'interdiction des mines antipersonnelles et des bombes à sous-munitions, jusqu'à diriger ces campagnes pendant 8 ans, je voulais vraiment commencer par saluer l'incroyable succès que représente ce qui se passe aujourd'hui à New York, la signature d'un traité d'interdiction des armes nucléaires, qui n'aurait certainement pas vu le jour sans la persistance, et je voudrais dire la résilience, de la société civile, rassemblée sous la bannière de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, son ingéniosité, sa créativité et sa rigueur à faire émerger autrement ce combat, lui apporter un nouveau souffle en s'inspirant de ce qui avait été fait pour interdire les mines antipersonnelles, c'est-à-dire de remettre la personne et la protection des personnes au cœur des débats sur les armes et de leur utilisation, de parler et de documenter les conséquences disproportionnées de ces armes sur les populations civiles, y compris en favorisant et incluant la participation des victimes de ces armes à ces campagnes, d'engager pied à pied au niveau mondial, de manière exigeante, rigoureuse, émouvante et humoristique même, pendant longtemps, avec l'ensemble des protagonistes, y compris les plus difficiles, tout en menant une campagne publique, souvent, elle, difficile. En juillet dernier, donc, 122 États s'accordaient sur le texte de ce traité qui renverse la norme légale concernant la possession des armes nucléaires. C'est fondamental. Tout comme les mines, les bombes à sous-munitions, les armes chimiques, biologiques, cette arme de destruction massive est désormais interdite. Et que l'on a vu dans le cas des autres traités, l'impact que cette nouvelle norme avait, y compris pour les pays qui n'y avaient pas adhéré, ou pas encore adhéré. Et c'est bien la raison pour laquelle les membres du P5, avec la France en tête, ont tant bataillé, et le font encore, pour empêcher la venue de ce traité, pour empêcher les signatures et que l'OTAN condamne. En parallèle, cependant, les gouvernements sont en peine à trouver une réponse à l'escalade nucléaire de la Corée du Nord, pour ne citer que cela, entre engagements nécessaires au sein du multilatéralisme et pression demandée à la Chine et à la Russie, prônée par Emmanuel Macron, et la rhétorique guerrière fantasque et assez effrayante, il faut bien le dire, de Donald Trump, rien n'est là pour nous rassurer. Et en parallèle, nous entendons de nouveau aux journaux télévisés les commentateurs nous parler de possibles frappes alors que la menace devient réelle aux yeux de tous. La paix n'est pas seulement un but distant que nous recherchons, mais un moyen par lequel nous atteignons ce but, disait Martin Luther King. Et c'est là précisément que, je trouve, réside la force de la société civile pour penser et agir dans un monde incertain. Une société civile qui défend aujourd'hui, à mon goût, contre toute attente, avec pugnacité dans de nombreux domaines, une vision vers laquelle tendre et un chemin pour y parvenir. Le plus souvent pacifique, bien sûr, pour augmenter nos chances de succès. La vision d'un monde sans mines ou d'un monde sans armes nucléaires, d'un monde plus égalitaire, plus juste, où les droits humains sont connus de tous, défendus et respectés. Penser et agir dans un monde incertain, c'est pour moi précisément formuler cette vision du monde dans lequel nous souhaitons vivre et la défendre, chacun à notre niveau, en suivant notre cœur et ce qui fait vibrer le plus notre corde militante. Proposer une vision, y rallier le plus grand nombre et travailler pour l'atteindre avec intelligence, courage, pugnacité et agilité, c'est, il me semble, le chemin dans lequel Amnesty reste engagé depuis sa création. Ah là, vous m'entendez mieux, je pense. Faut que je recommence ou ça voilà. Amnesty depuis 1961 avec cette idée un peu folle de Peter Benenson de défendre des prisonniers quelque part au Portugal dans une prison, de mobiliser les gens pour commencer l'écriture
pour exprimer sa solidarité et ensuite essayer de les faire sortir de prison, et qui a continué avec l'extension progressive de son mandat, donc la campagne contre la torture pour laquelle elle a reçu le prix Nobel de la paix en 1977, son combat évidemment historique contre la peine de mort, et puis progressivement l'extension de ce mandat pour englober davantage les droits humains et répondre davantage aux violations de ceux-ci à travers le monde, notamment avec l'extension aux droits économiques, sociaux et culturels, qui était aussi un grand challenge, un grand défi pour Amnesty. Et aujourd'hui, Amnesty, en restant fidèle à ses combats premiers, qui ne sont hélas pas terminés, est une organisation dont l'ambition demeure de mobiliser le plus grand nombre de personnes en faveur d'autres personnes. Les temps sont durs pour la justice et pour les droits humains. Les inégalités s'accentuent. Face aux conflits armés, aux gigantesques mouvements de population et aux rivalités pour accéder à des ressources limitées, les personnes sont vulnérables. Et je dirais, nous sommes vulnérables. Tandis que de plus en plus de citoyens tentent de se faire entendre, les États répondent en réprimant les libertés fondamentales, souvent au nom de la protection de l'ordre public ou de la lutte contre le terrorisme. Et afin précisément de s'adapter à ce monde en mouvement et incertain, Amnesty a adopté des objectifs stratégiques en 2015 qui ont réorienté profondément son mode opératoire dans l'objectif d'établir un mouvement de défense des droits humains véritablement mondial, tout en réaffirmant sa vision, qui est celle d'un monde où tout être humain peut se prévaloir des droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et les autres textes internationaux fondamentaux sur les droits humains. Alors quels sont ces objectifs qui structurent notre approche du monde et notre façon de penser notre action? Sans aller dans les détails, je vais les nommer. Tout d'abord, revendiquer les libertés. Un monde où chacun connaît et peut exercer ses droits, où les défenseurs des droits humains sont protégés et soutenus, où les personnes connaissent leurs droits et ont les moyens de les faire valoir, où les personnes peuvent faire valoir leur droit de se faire entendre, s'organiser et contester les injustices. Ensuite, notre objectif est également de garantir des droits égaux pour tous. Là, nous voyons un monde dans lequel les droits humains et la justice sont accessibles à toutes les personnes, sans discrimination, où les discriminations, y compris violentes, sont réduites, où les discriminations fondées sur le genre, l'identité de genre et la sexualité reculent, où davantage de personnes jouissent de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Un monde dans lequel les personnes sont protégées pendant les conflits et les crises, où les civils sont protégés grâce à l'action efficace des institutions et des mécanismes nationaux, régionaux et internationaux, où on les défie bien évidemment quand ils ne jouent pas leur rôle, où les personnes touchées par les conflits ont accès à une protection, à une aide appropriée, où les responsables d'atteinte aux droits humains sont tenus de rendre des comptes et les victimes obtiennent justice, vérité et réparation. Un monde dans lequel, en fait, justement, les auteurs d'atteintes aux droits humains sont soumis à l'obligation de rendre des comptes et où les mécanismes régionaux et internationaux en la matière sont renforcés lorsque les protections nationales ne sont pas suffisantes. Et enfin, le cinquième objectif de notre organisation est bien évidemment d'optimiser nos ressources et notre engagement pour pouvoir atteindre précisément et atteindre ces objectifs de droits humains qui sont le cœur de notre travail. Cela signifie que nous pensons que notre capacité vraiment à changer ce monde, à avoir un impact sur ce monde, dépend de notre capacité à mobiliser des millions de personnes dans ce monde. Et donc de travailler à un mouvement qui soit le plus solide possible, regroupant une diversité de personnes la plus grande possible autour d'un cadre sûr. Et d'avoir bien sûr les moyens de travailler. Ces objectifs témoignent de la volonté d'Amnesty de faire évoluer les méthodes utilisées pour se battre en faveur des droits humains et obtenir des résultats, sur la base des principes suivants. Tout d'abord, collaborer lorsque nous le pouvons, mais opter pour la confrontation lorsque nous le devons. Chercher à comprendre pourquoi des atteintes aux droits humains ont lieu, en étant à l'écoute des personnes qui subissent ces atteintes. Identifier les moyens les plus efficaces de susciter le changement. Affronter et dénoncer les États, entreprises et institutions qui portent atteinte aux droits fondamentaux. Agir de manière rapide et efficace pour soutenir les prisonniers d'opinion et les personnes victimes d'injustice. Innover pour obtenir un impact optimal. Mettre les droits des femmes et l'égalité des genres au cœur de notre action. Rester prêt à nous réinventer face aux nouveaux défis. Travailler avec des partenaires qui partagent notre détermination. Et aider les personnes à faire valoir les droits humains que nous partageons tous. Aujourd'hui,
nous entamons la phase de consolidation de ce processus, de ce changement majeur qu'a connu l'organisation il y a quelques années, autour de 3 axes, qui sont bien sûr toujours d'accroître notre impact sur les droits humains, de travailler sur le cœur de ce qui fait notre mission sociale et notre engagement. Mais de travailler aussi sur la façon dont nous le faisons, de travailler ensemble comme un seul mouvement et d'améliorer aussi nos méthodes de travail. Dans l'idée d'accroître notre impact sur les droits humains dans le monde dans lequel nous vivons et avec toutes les incertitudes qui ont déjà été évoquées, nous souhaitons vraiment essayer d'apporter des réponses à la fois fortes, nuancées et ciblées. Dans ce contexte, nous nous sommes donné certaines priorités dans le cadre de ces objectifs dont je viens de vous parler, pour vraiment nous préparer à réagir tant à l'environnement extérieur qu'à notre évaluation aussi de ce qui, à l'intérieur de chez nous, doit être amélioré. Ainsi, si nous continuons à travailler, encore une fois, sur le cœur de nos priorités, nous souhaitons, en fait, dans les années qui viennent, s'attacher à mieux couvrir les droits économiques, sociaux et culturels, dont nous pensons que le non-respect est vraiment une des causes profondes des discours populistes, discriminatoires et de haine que nous entendons, et des actions qui en découlent. Intégrer largement, de nouveau, la dimension de genre et la diversité, et renforcer l'engagement et la participation active, notamment ceux et celles des détenteurs et détentrices de droits, des personnes qui sont le moins convaincues qu'elles ont des droits et le moins armées, je ne devrais pas utiliser ce mot-là ici, mais le moins outillées pour pouvoir les revendiquer. Et puis nous cherchons aussi à consolider nos nouvelles approches de travail, de recherche, de campagne, de plaidoyer, de communication et notre partenariat avec d'autres, que ce soit au niveau de société civile ou tous les autres acteurs qui vont dans le même sens que nous. Donc ce travail s'appuie donc sur les 2 axes organisationnels qui suivent. On travaille vraiment comme un seul mouvement. Vous savez qu'Amnesty est un mouvement très divers avec son secrétariat international à Londres qui s'est décentralisé en bureaux régionaux. Donc il faut vraiment recoordonner et animer toute cette diversité culturelle aussi bien évidemment et qui fait la richesse de ce mouvement et la force aussi. Et surtout aussi avec la connexion entre ce secrétariat national et donc les sections nationales comme celle de la France ou celle des 80 autres pays dans lesquels nous avons des sections nationales. Et c'est un vrai chef d'orchestre qu'il faut pour piloter tout ça. Et nous cherchons particulièrement à vivre en interne et dans notre engagement avec l'extérieur, bien sûr, les valeurs qui sont les nôtres et à remettre ces valeurs au cœur de notre engagement. Évidemment, l'indépendance, la première d'entre elles, l'autonomie, et la liberté, l'impartialité, bien évidemment, mais aussi la solidarité, la responsabilité, pour ne citer que quelques-unes. Donc voilà, nous insistons aussi sur l'obligation de se rendre des comptes mutuellement. Et c'est vrai que j'insiste un peu sur ces éléments organisationnels parce que de mon expérience de militantisme dans la société civile, je pense que souvent nous sommes menés, animés par le but vers lequel que nous voulons atteindre et peut-être en ne dépensant pas assez d'énergie sur la façon dont nous atteignions ce but. Et c'est important d'arriver justement à faire réémerger ou à s'entendre tous sur le cadre qui va nous permettre tous de travailler au mieux ensemble dans un respect mutuel et de façon à travailler sur le long terme avec une énergie qui reste là. Donc le fait de vivre ces valeurs est vraiment fondamental. Le fait de pouvoir se rendre mutuellement des comptes est aussi fondamental. Et ce sont 2 éléments sur lesquels nous travaillons. Voilà. Je vais peut-être en finir là. Je voulais juste aussi peut-être insister sur le fait que pour agir et penser ce monde incertain, c'est important de se remettre en cause tout le temps et de s'interpeller sur la manière et le sens de nos actions et bien évidemment le résultat. Et donc de toujours explorer les possibilités de faire évoluer les modèles d'organisation et de mobilisation au sein d'Amnesty et avec nos militants, et tout en développant une culture permettant à davantage de personnes de devenir des moteurs de changement dans le domaine des droits humains. Donc parfois, et je conclurai là-dessus, nous avons l'impression que ce monde nous échappe, que le combat est trop grand, que les forces en présence semblent tellement inégales que la lutte devient inutile. Mais moi, ce qui me frappe et m'émeut le plus, en fait, que ce soit dans la campagne que j'ai pu mener sur les mines antipersonnelles ou avec mon expérience, enfin mon engagement avec Amnesty, ce sont vraiment la résilience et les témoignages des personnes, en fait, qui ont soit été victimes de ces armes, ou bien que nous avons pu faire sortir de prison, ou plus généralement défendues dans leur lutte pour les droits humains. Toutes nous disent, toutes,
combien la solidarité et l'écho offert à leur combat est primordial et leur a permis ou leur permet de résister dans les moments les plus difficiles jusqu'à la victoire, parfois, et parfois non. Cette solidarité existe parce que nous voulons vivre notre humanité, faire de l'injustice une affaire personnelle, et parce que, comme le disait Martin Luther King de nouveau, une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Je continue à croire que nous sommes nombreux, et peut-être de plus en plus nombreux, à vouloir agir pour un monde juste et équitable, où toutes les personnes peuvent se prévaloir des droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je suis convaincue que faire émerger cette force est notre mission. Je vous remercie.